Amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, bonjour. Vous êtes dans votre émission Plume de Pan. Plume de Pan est une émission réservée à la recherche. Et comme pour répondre à cette pensée selon laquelle, en Afrique, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Aujourd'hui, nous avons cherché et nous avons trouvé un chercheur du nom de Dr Thierno Hamidou Ba. Thierno, bonjour. Bonjour, mon très cher cousin. Merci beaucoup pour cette invitation sur le plateau de Mourchid TV. La télévision, comme vous l'avez dit, qui valorise la recherche, qui valorise l'intellect. Avant de commencer, permettez-moi de saluer tous nos téléspectateurs d'ici, au Sénégal, mais également dans la diaspora, qui suivent régulièrement la chaîne télé. Je me sens très honoré aujourd'hui d'être là avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Thierno Hamidou Ba. Donc, amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, donc on va vous faire connaître à notre cher invité, Thierno Hamidou Ba. Il faut savoir que Thierno Hamidou Ba est un écrivain, est un acteur, un scénariste et un coach en formation de prise de parole en public et de développement personnel. On ne peut pas revenir sur ses diplômes parce que vraiment c'est un homme avec beaucoup de diplômes. Mais on prend juste et tout juste 3 domaines. Il est licencié en économie et gestion. Il a une certification de formation en anglais et ensuite il a une certification de prise de parole en public et de leadership. Et pour son travail, il a créé un cabinet qu'on appelle NECOM. Il faut comprendre, cabinet nouvelle expertise de la communication orale et managériale appelée NECOM. Il accueille aussi et il forme des étudiants et jeunes professionnels en prise de parole en public. Ensuite, il a formé l'équipe LB en communication orale et communication non violente à Conakry. Et ensuite, il a formé une équipe entière de Mediaset sur Mediaset Plus en communication orale et technique de vente. Thierno, si vous aviez quelque chose à ajouter sur votre présentation, quelle serait cette chose-là? Merci beaucoup pour cette présentation exhaustive. Cela dit, bien que je vous remercie, et vous le faites très souvent de me mettre sur ce piédestal en m'appelant docteur. Je ne suis pas encore docteur, je suis aspirant docteur parce que je fais des recherches. J'ai envie un jour de faire mon doctorat. Cela dit, comme vous l'avez dit très bien, je suis entrepreneur, fondateur du cabinet NECOM. Je suis également acteur, écrivain et surtout je fais énormément effectivement de recherche. D'accord, merci beaucoup professeur ou bien coach. Donc coach aussi a écrit 2 ouvrages. Le premier est intitulé, le second donc est intitulé La patte du mal. Et il sera interrogé par rapport à cette œuvre-là aujourd'hui. Parce que, comme il le dit, il s'intéresse à la communication orale, non verbale et gestuelle, mais aussi il est écrivain. Et il a écrit La patte du mal. J'aimerais maintenant savoir, coach, pourquoi le choix du titre La patte du mal? Alors, comme vous l'avez dit, je suis auteur de 6 romans, dont La patte du mal, qui est mon 2e roman, dont l'histoire se déroule à Conakry. La patte du mal, c'est l'histoire d'un jeune couple guinéen, Safietou et Suleiman, mariés depuis 2 ans et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Sous la pression sociale, le couple décide de se tourner vers le mystique, ou ce que nous appelons la médecine mystico-religieuse, pour que la femme tombe enceinte. Et ensuite, ils découvrent par la suite les côtés négatifs de cette pratique. Parce que l'enfant de Safietou va être offerte à un djinn. C'est cela l'essence de La patte du mal. Le titre du livre m'est venu après avoir écrit un chapitre. Chapitre de Safietou qui se retrouve à l'hôpital, où nous avons une confrontation entre la médecine traditionnelle, tout ce que nous considérons comme fiction, peut-être chez nous comme un peu
mystique et la médecine moderne. Nous avons le docteur Dabo qui dit à Safietou, vous n'êtes pas enceinte, notre matériel médical ne voit rien. Et puis Safietou qui sent son ventre bouger. Et par la suite, nous avons une patte, une main plutôt, qui apparaît dans le ventre de Safietou. Et en écrivant cette partie-là, je me suis dit, tiens, je pense que je tiens le titre de mon ouvrage. Ça va être la patte du mal. Et en plus, c'est un titre assez horrifique. Absolument. Et il faut dire que l'ouvrage est aussi un peu tourné sur le côté horreur. Ok. Voilà, donc, et on voit que vous avez écrit un premier roman intitulé La mystérieuse disparition d'un talibé. Est-ce que ces deux romans-là ont un rapport? Alors, ces deux romans-là n'ont pas de rapport dans l'histoire, mais ils ont un rapport dans l'écriture. Comme tous mes autres ouvrages, je suis grandement inspiré ou impacté parce que nous vivons dans la société, ce qui dérange, ce qui n'est pas dit. Et dans le cas de la mystérieuse disparition du talibé, ce qui me touchait, ce qui me chagrinait ou me dérangeait, c'était la situation déplorable de ces milliers d'enfants dans les rues. C'est un ouvrage qui a connu des polémiques et un peu de critiques, parce que comme je le rappelle, je suis un natif guinéen qui adore et qui réside au Sénégal. C'était donc assez perturbant pour certaines personnes que je pose un regard aussi critique sur ce qui se passe dans une société dans laquelle peut-être je ne viens pas. Et pourtant, mon regard allait bien au-delà du Sénégal. Mon personnage préféré, ou le personnage, même l'héros du roman, s'appelait Thierno. Et Thierno ne vient pas du Sénégal, il vient de la Guinée. Donc à travers mon regard, je cherchais à déplorer non seulement la situation qui se passait au Sénégal, mais je lançais des pics aussi à nos gouvernements étrangers en disant attention, peut-être que la misère de ces pays-là est en train de se déverser dans un autre pays. Et qu'il était important que ça ne soit pas simplement un problème du Sénégal, mais un problème de la sous-région. Et je déclinais également dans cet ouvrage les pratiques mystiques qui se passent autour de ces pauvres enfants dont nous le disons mais à messe basse, les sacrifices, les meurtres, les viols. Voilà ce que je cherchais à décliner dans cet ouvrage. Et donc on voit une certaine relation entre celui-ci et la patte du mal, dans le sens où ce sont des faits de société qui dérangent, que je cherche à mettre en fiction. Parce qu'il faut bien le propos. Donc vous faites un regard critique par rapport à la société. C'est mon intention, bien que je me laisse très souvent emporter par mon côté imaginaire et par la fiction. Mais l'intention de départ est celui de, effectivement, porter le regard de la société sur des problèmes que nous vivons quotidiennement, socialement. Oui. Ça c'est vrai. Donc, on voit que le thème du mariage revient constamment dans cet ouvrage-là, La patte du mal. Pourquoi vous avez fait ce choix-là aussi, le mariage? Pour moi, le mariage est une chose sacrée. Le mariage, c'est censé être, sur le plan spirituel et religieux, l'union des cœurs, l'union de deux cœurs, avant d'être l'union des sexes. N'oublions pas que dans l'approche un peu freudienne, ou même celle de Jung, l'énergie sexuelle est la plus puissante. On ne doit pas jouer avec. Et l'émission que la société fait au sein des couples me dérange. Elle m'a toujours dérangé. Parce que comme je dis, c'est censé être l'union de deux personnes. Or, dans la société africaine, c'est l'union de toute la famille. Et c'est parfois l'union même de toute une ethnie, de toute une communauté, pour ne pas dire parfois même la société porte des regards trop poussés dans la vie intime des couples. Ce sont des remarques, ce sont des préjugés qui s'immiscent dans le couple et qui déstabilisent finalement, comment dirais-je, le bien-être ou le côté harmonieux que vivent finalement ces individus-là au sein du mariage. C'est ce qui m'a dérangé et c'est ce que j'ai voulu mettre en évidence, parce que Safietou ne se tourne pas vers la médecine mystico-religieuse parce qu'elle pense être infertile. Elle se tourne parce qu'elle est heurtée finalement au regard indiscret de la société, aux critiques qu'elle reçoit quotidiennement et qui la fait passer pour une femme incapable. Alors que nous savons tous que avoir un enfant dépasse même l'entendement de l'homme. C'est une chose qui est totalement
divine. Alors que dans la société africaine, lorsque une femme ou un couple n'arrive pas à enfanter, on trouve tout de suite des explications mystiques. Ou sinon, on se laisse porter par la science moderne en disant que la personne est infertile, alors que nous avons vu des personnes jugées infertiles avoir des enfants. Et d'ailleurs, même l'une des plus fortes de la religion, c'est la Vierge Marie, Mère Marie, qui est tombée enceinte sans avoir de rapport sexuel. Je pense que tout cela nous invite à nous reposer les bonnes questions. Suivons-nous la bonne direction en tant qu'Africains lorsque nous posons parfois ce type de pensée ou de réflexion sur le Donc ménage. la femme, elle souffre tant qu'elle n'a pas conçu, c'est-à-dire tant qu'elle ne met pas au monde un enfant dans un mariage. Parce qu'ici, Safietou, pendant 2 ans, n'a pas enfanté. Donc n'est-ce pas là le point de départ de tout? Bien sûr, c'est le point de départ de l'histoire. Parce que d'une part, elle a peur que Suleiman la délaisse. Elle a peur que Suleiman épouse une autre femme. Mais surtout, elle vit cette douleur intérieure de ne pas pouvoir enfanter. Elle se reproche de ne pas pouvoir donner d'enfant à l'homme qu'elle aime. Alors que cela ne dépend pas d'elle. Et on voit dans l'histoire que Suleiman même ne met pas le curseur sur cela. Parce que Suleiman est un homme intellectuel qui a grandi, vécu à l'étranger. Et donc, il y a une approche un peu différente de cette approche africaine. Et donc, il rassure sa femme en disant, moi, je suis prêt à attendre, je t'aime. Mais on voit que Safietou, elle, qui n'a pas eu cette possibilité de voyager, de découvrir autre chose, se met la pression. Parce qu'elle a peut-être cette mentalité un peu, dirons, un peu trop africaine. Voilà. Et on voit aussi qu'ils sont issus de 2 milieux différents. N'est-ce pas là aussi un problème, Safietou et Suleiman? Là, je dirais que c'est peut-être un peu la mise en forme de l'histoire. Il faut trouver quelque chose qui plaît au lecteur. Oui, ça c'est vrai. Quelque chose qui est facile à déguster, véritablement. Et nous savons que les histoires d'amour plaisent. Et que les histoires d'amour où il y a des opposés plaisent encore plus. D'où cette réflexion de créer 2 personnages qui viennent de 2 milieux différents. Oui. Je ne pense pas que... J'avais à ce moment-là une pensée profonde de me dire qu'il faut que je crée ça pour un but précis autre que celui-ci. Maintenant, très récemment, j'ai une prof du Québec qui m'a contacté, qui est tombée sur mon ouvrage La patte du mal et qui a écrit un article extraordinaire de 20 pages dessus. Et lorsque j'ai lu son article, j'ai été foudroyé. Parce qu'elle avait mis en avant, en lumière, des choses auxquelles moi-même je n'avais pas pensé. Et elle avait étudié en profondeur justement cette antithèse entre ces deux personnages. Et j'ai moi-même, en tant qu'auteur, redécouvert mon roman. Parce que ce qu'elle disait, elle ne l'inventait pas. Elle disait des choses qui résonnaient en moi, mais que je ne pensais pas mettre dans la patte du mal. Comme quoi, une fois de plus, on n'est ni maître de son imagination, ni maître de son œuvre. Oui, absolument. Parce que c'est universel. Tu peux produire une œuvre individuelle, mais après, tu mets ça peut-être à l'appréciation du public. Et le public peut voir, parce que cet aspect-là, on peut voir ça dans beaucoup d'autres œuvres africaines. Par exemple, dans Une si longue lettre de Mariamaba, on voit que Aïssatou et Maodoba sont issus de 2 familles qui sont opposées. Et là, le problème de caste intervient. Se pose. Voilà. Donc, je me suis dit que donc, la plupart du temps, ces mariages-là qui ont des problèmes, la source, c'est peut-être les origines. L'éducation peut entrer. Et parce que, comme tu l'as dit, ils n'ont pas la même éducation. Exactement. Et maintenant que vous le dites, c'est vrai que j'ai cultivé ça dans l'ouvrage. Parce que j'explique très rapidement que la mère de Suleiman ne voulait pas qu'il épouse Safietou. Justement parce qu'elle est issue d'une classe différente. Elle voulait qu'il épouse Maïmouna, qui est sa cousine, qui elle vient du même niveau social, qui elle a étudié en France. On voit une fois de plus que la société africaine ne met pas le curseur sur ce qui est recommandé par la religion. L'amour, une fois de plus l'union des cœurs. Nous, c'est plutôt l'union des intérêts. Absolument. Parfois, moi, je me pose une question à savoir, est-ce que l'amour tant chanté et tant enseigné, nous, culturellement et culturellement, est-ce qu'on a cette même conception par rapport à l'Occident, par rapport aux autres, peut-être, régions? Alors, je ne pense pas du tout
Parce que l'amour, peut-être comme nous, on le perçoit et comme le monde extérieur ou le monde occidental le perçoit est très différent. Nous ne mettons pas le curseur sur les sentiments. Nous mettons une fois de plus le curseur sur le respect, sur la considération, sur la famille, sur l'issue, sur l'appartenance. Mais nous mettons très peu souvent le curseur sur les sentiments. Pourquoi? Parce que pour aimer, il faut connaître. Or, nous, le mariage est fondé sur la méconnaissance de l'individu, mais la connaissance de sa famille, de sa lignée. Mais les individus eux-mêmes, on voit 60% peut-être des mariages africains, les deux personnes ne se connaissaient pas. Ne se connaissaient pas. Ils se voient et puis ils ont un laps de temps très court pour se connaître et puis on parle de mariage. Donc on ne met pas le curseur sur les sentiments, une fois de plus, alors que c'est cela qui est essentiel. C'est la bonne énergie. C'est la bonne raison de se marier. On se marie parce qu'on aime une personne, parce qu'on veut partager sa vie avec quelqu'un, parce qu'on veut donner et recevoir quelque chose et non parce qu'on veut profiter de quelque chose. Dans ce cas, c'est la femme qui en pâtit le plus. Ce n'est ni la femme ni l'homme qui en pâtissent, ce sont les enfants. Les enfants. Ce sont des enfants qui en pâtissent. Comment ça? Parce que comme je dis, aujourd'hui nous en reviendrons peut-être un peu plus tard. La plupart des sujets ou des personnes ou des orateurs que j'accompagne aujourd'hui ont des problèmes qu'ils ne peuvent expliquer. Et lorsque nous allons en profondeur, nous découvrons que ces problèmes viennent grandement de parfois même peut-être avant la naissance. Quand quelqu'un naît, grandit, souffre de solitude, souffre d'une certaine énergie et qui ne peut expliquer, on essaie de remonter dans le temps pour voir qu'est-ce qui s'est passé quand tes parents avaient décidé de procréer. Dans quel état émotionnel ils étaient. Est-ce qu'ils s'aimaient? Est-ce qu'ils voulaient avoir un enfant? Est-ce que tu étais désiré? Donc tout ça est véritablement important. Et les enfants subissent en fait cette conséquence du fait que nous nous unissons très souvent pour les mauvaises raisons. Pas tout le temps, mais pour moi, dans cette approche que j'utilise de plus en plus, il faut tenir compte de cela. Et bien entendu, le couple en souffre. Et la femme, dans notre société, souffre encore davantage parce que nous sommes dans une société un peu patriarcale et que c'est l'homme qui a un peu le dessus et le dernier mot. Donc, en évoquant ces aspects-là aussi du mariage, où beaucoup de choses interviennent, comme vous l'avez dit, êtes-vous tenté de pointer du doigt l'état de la société africaine en général? Je parle avec beaucoup de prudence, mais il y a beaucoup de choses qui auraient pu être différentes et meilleures. Nous avons nos réalités, certes, nous avons nos cultures, nous avons nos coutumes, mais je pense qu'il est temps de voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui doit être changé. Ce qui était valable avec nos arrière-grands-parents, avec nos grands-parents, ne sont pas valables avec la génération d'aujourd'hui. Le monde a énormément évolué. D'accord? Et je pense qu'il serait important de revoir certaines choses sur le plan culturel, sur le plan de l'éducation. J'ai l'habitude de dire et d'observer qu'en Afrique, on n'éduque pas, on dresse les gens. On dresse les gens. Or, ce sont les animaux qu'on dresse. Ce n'est pas les humains. Un humain, on l'écoute. On lui donne des enseignements. On ne le sanctionne pas, on ne le frappe pas à outrance. Or, l'éducation africaine est grandement basée sur la répression. La peur, qui entraîne la soumission. Et plus tard, le manque de confiance en soi, l'un des piliers essentiels de la prise de parole en public. Et donc, pour moi, il y a des choses à revoir. Parce que nous savons que malheureusement, lorsque ces choses ne sont pas traitées en nous, nous avons tendance à les reproduire. Nous avons tendance à les reproduire. Voilà pourquoi il faut changer cela. Et c'est cette approche sur laquelle je travaille grandement avec les personnes que je forme. Absolument. Et on voit aussi que dans l'œuvre, il y a le fait que l'évocation du thème de la médecine mystico-religieuse revient. Et dans ce cas, la plupart du temps, c'est la femme qui doit aller se consulter. Et l'homme, lui, il n'est pas malade la plupart du temps. Pourquoi ça? Alors, j'aime bien déjà le thème mystico-religieux. Parce que nous avons la médecine religieuse et nous avons la médecine un peu mystique qu'on ne peut pas expliquer, qui vient peut-être de formules, faites de plantes, de racines, des choses qui ne sont pas peut-être répertoriées scientifiquement. Et puis, nous avons ces deux choses que nous associons. Parce que pour moi, la médecine religieuse est excellente. C'est la médecine qui est basée sur la lecture des versets, qui est basée sur la croyance de Dieu, sur la croyance d'une seule force
qui peut nous atteindre, la purification, la méditation. Pour moi, ce sont des choses auxquelles j'adhère entièrement. De ce qui est mystique, je ne dis pas que je n'y adhère pas. Moi-même, dans mon éducation, j'ai eu à utiliser ce type de médecine. Socialement, l'éducation. Mais je ne suis pas tout le temps persuadé de son efficacité. Je pense que c'est parfois un effet placebo, bien que parfois, je ne dis pas que ça ne peut pas marcher. Je parle avec beaucoup de prudence. Donc j'aime bien déjà cette association entre les deux. Et comme vous l'avez dit, Suleiman, lui, justement, repousse la médecine mystique et il accepte la médecine religieuse. Il dit tout le temps à Safietou, nous allons nous fier à Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Prions la médecine religieuse. Et puis nous avons Safietou à un moment donné, à cause de cette pression sociale, qui va aller chercher maintenant la médecine un peu plus mystique. Elle va aller voir une sorcière qu'on lui a recommandée, qui a aidé beaucoup de femmes à tomber enceintes. Elle se dit, je vais essayer cette voie-là. Le danger. Le problème se pose. Ok. Donc quel enseignement voulez-vous faire passer avec ces pratiques? Par exemple, le mysticisme, la sorcellerie en Afrique. Qu'est-ce que vous voulez faire voir aux lecteurs? En tant que croyant, et en faisant beaucoup de recherches sur la religion, j'invite les gens à se tourner vers, une fois de plus, Dieu et uniquement Dieu. À ne pas tergiverser, à ne pas faire d'association comme le recommande la religion. D'autre part, mes recherches maintenant scientifiques m'ont amené à découvrir beaucoup d'horreurs par rapport à cela. C'est-à-dire que j'ai parlé avec des gynécos, j'ai parlé avec des médecins qui m'ont dit que beaucoup de femmes infertiles qui n'arrivaient pas à procréer venaient parce que leur trompe était détruite. Parce qu'ils avaient des problèmes liés justement à l'utilisation d'autres médicaments qui amenaient des problèmes de santé. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut 2 ans sans concevoir pour commencer à parler d'infertilité potentielle. 2 ans, 24 mois. Or, dans notre société, au bout de 6 mois, s'il n'y a pas d'enfant, on commence à se poser des questions. On commence à faire des sacrifices, des prières. Alors que rien ne dit que finalement, le timing, comme on dit, de l'homme n'est pas celui de Dieu. Rien ne dit que ce couple ne peut pas concevoir. Donc, dans cet ouvrage, j'amène aussi les gens à avoir une certaine réflexion. D'accord, il faut faire attention avant de dire que je ne peux pas avoir d'enfant. Il faut aller voir peut-être des médecins, utiliser peut-être la médecine moderne, voir des spécialistes, faire des examens qui prouvent peut-être à 100% qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Se tourner au maximum vers la religion, comme je l'ai dit, parce que rien, même ces médecins-là nous préviennent qu'ils n'ont pas la science infuse. Ce n'est pas des résultats garantis à 100%, bien qu'il peut en avoir. Mais très souvent, ce n'est pas des résultats garantis. Moi, j'ai un proche qui n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans. Là, sa femme vient d'accoucher. Ils sont partis en Tunisie. Finalement, ils ont testé un traitement et puis boum, la femme a réussi à concevoir. Donc, il n'y a pas de fatalité. En tout cas, de faire de cette médecine-là mystique, si on y croit, parce qu'elle nous vient aussi d'une tradition culturelle. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que ça sera facile aussi? Voilà, il ne faut pas la rejeter. C'est ancré aussi dans l'imaginaire africain. Il ne faut pas la rejeter. Moi, je pense que c'est une médecine, au-delà même d'être qu'on appelle mystique, moi, je pense que c'est une médecine traditionnelle. Elle doit être valorisée. Moi, le seul problème que j'y vois, c'est qu'elle n'a pas été répertoriée et classifiée et mis dans des sources qui peuvent être exploitées et qui peuvent amener d'autres générations encadrées, qui peuvent pousser une autre génération à travailler dessus. On a vu la médecine moderne changer et évoluer au fur des années parce qu'elle a été tout le temps mise dans des ouvrages. Ce qui fait que les générations qui arrivent se basent sur ça pour faire évoluer les recherches. Je pense que la médecine traditionnelle devrait s'inscrire un peu à l'image de la médecine chinoise dans cette même dynamique. Donc n'est-ce pas là aussi la patte du mal? Parce qu'on ne sait pas qui est qui fait quoi. Aujourd'hui, on se lève un bon jour, on dit, voilà, on peut soigner. Et là, les gens prennent des doses, c'est-à-dire, en tout cas, un médicament qu'on ne sait pas, est-ce que ça a été expérimenté? Et l'imaginaire sénégalais, africain d'une manière générale, croit en ça. Donc, n'est-ce pas là aussi la patte du mal, comme vous dites, comme en témoigne le titre de l'ouvrage? Peut-être. En tout cas, j'accepte pleinement votre réflexion et je vais aussi dans votre sens. Oui. Parce que comme je dis, l'ouvrage, on l'écrit, mais il nous appartient. Il ne nous appartient pas. Et oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui,
comment dirais-je, pour être très prudent, le côté obscur, le côté du mal prend beaucoup son emprise dans notre société. Et il est temps de s'interroger qu'est-ce qui cause cela. Et pour moi, ce qui cause cela, en grande partie, est la méconnaissance de notre religion. Méconnaissance de notre religion, vous prenez 100 personnes dehors et vous demandez aux 100 de traduire la Fatiha, vous aurez peut-être une personne sur les 100 qui vont vous traduire la Fatiha. Autrement dit, aujourd'hui, nous lisons un texte sacré sans nous poser des questions sur ce qui est réellement écrit dedans, quel est le message qui est dedans, que nous ne comprenons pas en grande partie. Donc aujourd'hui, je pense que cela est dû à cela. Donc peut-être nous n'allons pas à fond dans la culture occidentale et nous n'allons pas à fond dans la culture africaine, nous n'allons pas à fond dans la culture religieuse, donc nous sommes influençables. Voilà, c'est ça qui fait que aussi vous avez peut-être tendance à employer certains mots alpulaar. Et là, bon, pourquoi vous faites ce choix-là en intégrant une autre langue dans la langue de Molière, le français? Alors, j'adore utiliser les langues ethniques. Dans la mystérieuse disparition du Talibé, il y avait beaucoup de Wolof. Dans la Graine Rouge, 50% ou 40% du livre est en anglais. Dans la Patte du Mal, on retrouve beaucoup de Pulaar parce que ça se passe en Guinée. Et les personnages principaux sont des Peuls. Et donc, moi, j'aime valoriser la langue. Et naturellement, en plus de cela, je suis Peul. Je pense que dans tous mes ouvrages, vous trouverez naturellement du Peul parce que je valorise cela grandement. Pour moi, c'est une langue extraordinaire qui mérite d'être enseignée. Oui. Parce qu'aujourd'hui même, nos dirigeants savent qu'il faut l'intégration des langues nationales dans le processus éducatif, depuis l'école primaire. En fait, qu'est-ce que cela vous inspire? Je vais même plus loin en disant que c'est la force du Sénégal. Je l'ai toujours observé, je l'ai constaté dans le milieu cinématographique. Je parle avec là aussi beaucoup de réserve, mais mes collègues acteurs, lorsque je joue avec eux et qu'ils s'expriment en Wolof, je suis extrêmement admiratif de leur jeu, de cette fluidité, de leurs émotions. Quand on arrive dans une autre langue, bien qu'ils s'expriment très bien, je n'ai pas le même impact. Je vois là une force extraordinaire, la langue maternelle. Et ça a été prouvé depuis longtemps. Les Français apprennent les mathématiques et les autres langues scientifiques en français, les Chinois en chinois, les Américains en anglais. Et nous, nous apprenons des choses complexes à travers d'une langue déjà qui est complexe pour les gens. Ça rend encore les choses beaucoup plus difficiles. Moi, je suis, comme je vous dis, entrepreneur. La famille est également dans la même lignée ou la même lancée. Nous avons un supermarché ici au Sénégal et nous avons des rayonnistes extraordinaires qui dirigent des équipes mais qui ne parlent pas forcément bien le français. J'ai trouvé ça extraordinaire. Nous avons des fournisseurs qui ont des entreprises qui ne parlent pas français mais qui ont des employés. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Dans la sous-région, peut-être même que pour prendre une serveuse, il faut lui faire son entretien en français et être sûr qu'elle parle le français. Pourquoi? Ça crée du chômage. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, nous sommes toujours dans notre émission Plume de Pan, qui reçoit aujourd'hui Thierno Hamidou Ba. Donc, pour la deuxième partie, Thierno, comme on évoque les langues, ça nous amène, c'est une bonne transition pour nous faire rentrer dans la communication, dans l'art oratoire. D'où vous vient cet amour-là? J'ai toujours eu l'amour des lettres, on l'a vu, à travers les ouvrages, à travers mon père, paix à son âme, qui adorait le Coran, qu'il avait lu, mémorisé, et qui était aussi imam. Je pense que... Et j'ai toujours aimé le théâtre. Aimer l'art oratoire était une continuité des choses. Mais le déclic est venu il y a 2 ans, lorsque j'ai un aîné, un grand frère, qui m'a offert une formation dans une école de la place qui forme en art oratoire et leadership. Ça a été un déclic pour moi. Je suis sorti major de promotion. Par la suite, j'ai été retenu dans cette école pour travailler en tant qu'assistant coach. Et j'ai vu tout de suite quelque chose dans lequel j'excellais. Quelque chose qui sommeillait en moi, qui dormait en moi, qui s'est tout d'un coup réveillé. J'ai toujours adoré aider les gens, accompagner les gens. Et j'ai trouvé là le pont idéal pour le faire. Depuis, j'ai fait mon chemin. Comme vous l'avez dit, j'ai créé mon cabinet d'art oratoire. Et je me suis vite rassuré dans l'idée que, effectivement, la parole gouverne le monde. Et qui détient la parole, comme vous l'avez si bien dit, détient le pouvoir.
Donc, comment s'est passée la création de NECOM? Pouvez-vous revenir sur le cabinet NECOM? Alors, lorsque j'étais assistant coach, j'ai tout de suite été approché très rapidement par des étudiants qui m'ont demandé de les accompagner en prise de parole en public. Je me suis dit, excellent, il faut que je me lance. J'ai accompagné, d'ailleurs la première promotion, c'était que des femmes. Il devait y avoir une élection de Miss et on m'a sollicité pour accompagner ces femmes en prise de parole en public et développement personnel. Ça s'est très bien passé. J'ai enchaîné avec un deuxième groupe, ça s'est très bien passé. Et j'ai voulu en faire, développer encore plus l'idée. À ce moment-là, là où j'étais assistant coach, je pense que c'est tout à fait normal, les idées ne convergeaient pas dans un employé qui monte également, qui veut aller être en indépendance. C'est deux choses totalement opposées, sur des bases conviviales, fraternelles. Le directeur de l'établissement, qui est un aîné, m'a encouragé à suivre ma voie, en m'expliquant intelligemment que je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Ça a été le moment pour moi de me lancer et de lancer mon activité. Et je pense que c'est l'une des plus belles choses qui m'est arrivée dans la vie, parce que quand j'ai quitté cet endroit, dans mes débuts, je suis resté dans ce qu'on m'avait appris. Je suis resté dans ce qu'on m'avait appris. D'ailleurs, j'utilisais même grandement l'ouvrage de cet homme que j'achetais, que je revendais à mes orateurs. Et un jour, j'ai reçu un appel d'un ancien collègue qui m'a dit, écoute, tu ne peux pas exploiter ce que tu as appris chez nous. J'ai eu un choc. Je me suis dit, mais waouh, si on écrit un ouvrage, c'est pour que le monde en dispose. C'est pas pour le garder pour soi-même. Mais j'ai été touché, offensé dans mon ego. Et ça a réveillé mon esprit critique et le chercheur qui sommeille en moi. Je me suis dit, Hamidou, il faut que tu prennes ta direction. Tu as décidé de le faire, tu vas le prendre pleinement. Je me rappelle, j'ai ouvert mon PowerPoint que j'utilisais, j'ai delete, supprimé. J'ai passé presque 72 heures, j'ai dormi un jour au cabinet. Je me suis dit, il faut que je trouve mes propres outils. Cette école-là avait ses règles, sa manière d'enseigner. Il me fallait mes matériaux, il me fallait mes outils. Et j'ai créé au début les 10 matériaux de NECOM. Et après, j'ai changé, j'ai mis les 12 outils de NECOM. Et aujourd'hui, nous sommes à 15. Alors que par exemple, là où j'étais, ils sont à 10. Je ne dis pas que ce n'est pas suffisant. Mais pour dire que ça a été l'une des plus belles choses qui m'est arrivée. Et ça m'a ramené aussi à mon amour de la religion. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il n'avait pas trouvé? Sur quoi il n'avait pas posé le regard? Et pour moi, ce qui n'avait pas été grandement exploité, je ne dis pas qu'il n'avait pas légèrement abordé, c'était l'aspect religieux. Je me suis dit, Hamidou, ton père, ce qu'il t'a appris, c'est le Coran. Et il t'a dit, dans tout ce que tu vas faire dans ta vie, repère-toi au Coran. C'est ton guide, c'est ta boussole. Je me suis dit, tiens, les prophètes, comment est-ce qu'ils ont passé leur message? Ils ont passé leur message avant tout à travers l'oralité. Je me suis dit, ça veut dire qu'ils avaient des techniques pour convaincre, pour prêcher. Et quand j'ai tourné le regard vers la religion, lumière. J'ai vu qu'en effet, ce n'est pas simplement qu'ils avaient utilisé les techniques d'oratoire pour convaincre, mais le Seigneur leur avait donné des recommandations claires et limpides sur la façon dont il fallait approcher les hommes pour leur passer le message divin. Et ce fut une révélation pour moi de faire cette combinaison des choses. Ce que j'avais appris là, j'étais, ce que nous disait la religion, et ce que finalement m'ont apporté aussi d'autres ouvrages d'art oratoire, ce qui a amené un travail personnel très poussé, qui aujourd'hui d'ailleurs je suis en train de mettre de plus en plus en fascicule. Mais ça a été l'une des plus belles choses qui m'est arrivée. Comme le disait Macky Sall, je pensais que je marchais derrière un leader en parlant de son excellence, c'est Abdoulaye Wade, son excellence, monsieur, excusez-moi, Macky Sall, alors qu'en réalité, je marchais derrière mon destin. Et l'homme qui m'a formé était, à mes yeux, et demeure toujours un leader. Dans cette pensée que j'avais de base en étant derrière lui, c'est il faut que je reste le plus longtemps derrière ce leader.
Et en réalité, me détacher m'a fait comprendre que je ne marchais pas derrière un leader, mais derrière mon propre destin. Parce qu'aujourd'hui, le cabinet a formé près de 1500 orateurs en 2 ans, des orateurs qui ont été fabuleux, reconnaissants et transformés par le cabinet. Et moi-même, depuis que j'ai ouvert le cabinet, j'ai formé aujourd'hui 6 coachs qui sont d'excellents coachs et qui forment. Donc vous voyez. Je suis témoin de ça. Et donc on va revenir un peu, parce que le temps imparti presque est terminé, revenir un peu sur les fascicules. Donc pourquoi, donc vous avez même fait une esquisse sur ça, la com verbale. Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre à vos étudiants dans la communication verbale? La communication verbale depuis Aristote, depuis Cicéron, est extrêmement importante. Importante parce que c'est celle qui nous permet de convaincre et de persuader à travers les mots. Cela dit, que ce soit auprès de Aristote, Cicéron ou des penseurs classiques, elle n'occupe qu'un faible pourcentage. Et selon les statistiques, elle n'occuperait, j'adore utiliser le conditionnel parce que ce sont des chiffres, que 7% de la communication. Mais cela dit, elle est extrêmement importante. Parce que comme je le dis et comme j'avais usage également de l'entendre là où j'étais, aucun bon orateur ne peut sauver un mauvais discours. Il faut donc être un bon orateur et avoir un bon contenu. L'approche de la communication verbale est donc hautement importante dans l'approche classique, mais elle est encore beaucoup plus importante dans l'approche religieuse. On parle de la parole sadida. C'est extraordinaire. La parole droite, la parole vraie, la parole qui dit la vérité. C'est avant tout ça. Celui qui utilise les mots doit s'en servir, non pour égarer le monde. S'il veut être un bon orateur, un orateur qui s'inscrit dans la lignée de ce qui nous est proscrit par l'islam, mais un orateur qui dit la vérité. Donc ce que j'enseigne à mes orateurs avant tout, c'est d'être vrai à travers la communication verbale. Et c'est cette approche-là que nous cultivons à travers ce fascicule, bien entendu en revenant sur les formes du discours et sur les fonds. Sur le fond. Voilà, c'est ce que le Coran nous dit. Falillahi hujjatul baliq. Et Serigne Cheikh a traduit ça. L'argument majeur appartient au ciel. Machallah, wow. Voilà. Donc, on va revenir un peu aussi sur la gestion du stress et du trac. Je pense que ça aussi, c'est très important pour réussir une communication. Bien sûr. Chez la plupart de mes collègues, je dirais, ou de ceux que j'ai fréquentés, on a une approche trop limitée de la gestion de stress et de trac. On ne cherche pas à savoir c'est quoi le stress, c'est quoi le trac, et surtout quelles sont les racines du stress et du trac. On dit oui, comment est-ce que je peux t'aider pour ne plus trembler, pour ne plus avoir la mémoire, mais est-ce qu'on se pose les questions réellement des causes du stress et du trac? Ce sont les recherches que j'ai faites. Et quand on va en profondeur, on découvre que les deux éléments qui sont à l'origine du stress et du trac sont grandement le manque de confiance et le manque d'estime en soi, qui eux deux également sont très méconnus des gens, parce que tous les deux ont 3 racines que nous explorons. En définitive, pour moi, pour ne pas être trop long, la confiance et l'estime en soi sont le moteur et le carburant de la prise de parole en public, d'accord? Et un manquement à ce niveau-là conduit du stress et du trac. Et maintenant, quand on va encore plus en profondeur, c'est ce que nous faisons en ECOM, de ce qui est à l'origine du manque d'estime et du manque de confiance, on prend l'ascenseur, on prend la machine à remonter le temps et on revient au niveau de l'enfance. Et on découvre que ce qui est à l'origine du manque de confiance et de l'estime, ce n'est pas la société, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est la famille, ce sont les parents, c'est le papa, c'est la maman. C'est sur ça que je travaille avec mes orateurs. Quelles étaient les relations que tu avais avec tes parents? Comment est-ce que tu étais, pas au lycée, à l'université, mais comment est-ce que tu étais au collège? Comment est-ce que tu étais au primaire? Et quand on va en profondeur, ce sont des larmes qui coulent. Et lorsque les larmes coulent, nous trouvons la solution. Donc ça veut dire que être enseignant, c'est pas facile. Être enseignant, c'est loin d'être facile, et je salue tous les enseignants du monde. Parce qu'un enseignant est condamné à demeurer perpétuellement dans la recherche. Perpétuellement dans la recherche. Parce que la société évolue. Et aucune science n'est statique. Un bon enseignant est donc celui qui éternellement se remet en question. Être enseignant n'est donc pas facile, parce qu'il faut être un scientifique, quelque part, pour être un enseignant. Mais aussi, au-delà d'un scientifique, il faut être aussi un psychologue, voire même un sociologue. Parce que les questions dont vous évoquez tout à l'heure, pour un peu remonter l'histoire, pour avoir les causes
d'une chose, je pense que ça demande aussi une maîtrise. Bien sûr. Alors actuellement, je forme une médecin, pneumologue et professeur au Sénégal, en prise de parole en public. Et il y a une semaine, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle m'a dit, Hamidou, tu es mieux que les psychologues que je connais. Je n'ai aucun diplôme en psychologie. Elle m'a dit, Hamidou, tu es mieux que les psychologues que je connais. Pour moi, les diplômes ne sont que des présomptions de connaissances. L'amour que j'ai de faire des recherches est plus fort que le diplôme qu'on me donne. La preuve, j'ai quitté l'école où j'ai été formé sans aucun diplôme, à part la certification qu'on m'a donnée parce que j'ai fait la formation. Mais je n'ai jamais obtenu la reconnaissance qu'on donne aux assistants pour dire nous validons que vous pouvez donner des cours en oratoire. Je n'ai jamais obtenu ça. Aujourd'hui, je délivre des diplômes à mes coachs et ils sont fiers de le brandir sur les réseaux sociaux. Les diplômes, je leur dis à chaque fois la même chose. Soyez contents du diplôme, mais ceci n'est qu'une présomption de connaissance. Une présomption de connaissance. Donc, on vous donne aussi l'occasion de revenir sur les autres fascicules, si vous voulez, pour un peu faire connaître au grand public votre travail. Alors, mon travail, tout d'abord, quand j'ai décidé de prendre ma direction, a été d'explorer chacun des piliers de la communication de manière individuelle. Communication non verbale, communication verbale, communication paraverbale, communication supraverbale de façon individuelle. Et c'est ce qui a poussé même la création d'un nouveau pilier chez Necom. Si vous inscrivez ça sur Google, vous ne trouverez jamais. Que j'appelle la communication électroverbale. En faisant des recherches sur les imams, les prêcheurs et les prophètes. Je parle cette fois-ci d'état mental et émotionnel. Je parle de méditation, je parle de sincérité et je parle d'humilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit, tu n'as pas été envoyé pour te mettre au-dessus des gens. Pour passer un message clair, pour montrer la place de l'humilité. Un orateur qui vient en public, peu importe son statut, qu'il soit politicien, qu'il soit professeur, qu'il soit docteur, il doit demeurer dans l'humilité. Parce que celui qui est en face, tu ne sais pas c'est qui. Tu peux penser que tu as un doctorat, le monsieur en face, il a déjà maîtrisé le Coran, il a mémorisé. Tu peux penser que tu es riche, un monsieur assis en face, sa montre peut payer ta maison. Il n'est pas au courant. Ça, c'est vrai. Donc il faut toujours demeurer dans l'humilité, sans tomber dans ce que j'appelle la modestie, qui est purement africaine. La modestie, c'est se mettre constamment en dessous des gens. Totalement différente. Donc mon travail a été d'explorer ces piliers de façon individuelle en combinant les recherches scientifiques et les recherches religieuses. Par exemple, dans la communication supraverbale, qui consiste ou qui se dirige vers l'intelligence émotionnelle, la capacité de l'orateur à prendre en considération non ses émotions, mais les émotions de celui qui est en face, je suis parti trouver quelque chose de formidable dans le Coran en faisant référence à Nabi Moussa et à Nabi Haroun, son frère. Lorsqu'ils ont été envoyés à Firaouna, Dieu leur a préconisé de rester respectueux. C'est la parole laïna, la parole respectueuse. On lui dit, Pharaon, il a tué des gens, il a tué des enfants. Mais quand vous irez lui parler, parlez-lui avec respect. Aujourd'hui, l'une des choses les plus détestables que je trouve dans notre société, c'est quand je vois un citoyen insulter un député. Ça me met en horreur. Quand je vois un citoyen insulter un ministre, ça me met en horreur. Quand je vois un citoyen insulter un président, ça me met en horreur. Pourquoi? Parce que ces hommes, ce pouvoir, c'est Dieu quelque part qui leur a donné et il nous est carrément indiqué qu'il faut les respecter. Il faut les respecter. Si vous ne les respectez pas, si vous les ridiculisez, si vous les déstabilisez, vous vous déstabilisez vous-même. Donc, une fois de plus, pour montrer que tout a été écrit dans la religion. C'est un livre complet et un livre qui mène vers la droiture. Et ce livre m'a mené vers l'art oratoire en profondeur. L'art oratoire que nous surnommons en Necom l'art oratoire thérapeutique. C'est un art oratoire que nous utilisons pour guérir les gens en profondeur. En profondeur. Quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'estime, il n'y a rien. Un exemple simple, je me suis posé des questions. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans quel état émotionnel il devait être qu'elle a reçu un coup de fil, lui demandant de porter la carpe pour aller représenter le peuple au titre de Président de la République. S'il n'y avait pas de confiance, il n'y a pas d'estime, mais il n'y a pas d'action. Absolument. Il n'y a pas d'action. Aujourd'hui, on se
on regarde sa transformation au niveau de sa prise de parole en public, mais on oublie que peut-être il avait le carburant de la prise de parole en public, qui était la confiance et l'estime en soi. Sans cela, je ne peux rien apprendre sur la prise de parole et je ne peux rien enseigner à une personne. Donc, en ECOM, on revient sur les bases. On travaille sur la confiance, on travaille sur l'estime, on travaille sur l'état mental et émotionnel. Quand tout ça a été bien ficelé, réglé, on vous apprend comment vous exprimer, comment vous asseoir, comment parler et comment utiliser les mots en dernier. Mais on voit aussi qu'à NECOM, ce n'est pas seulement les musulmans qui sont là-bas. Et comment vous arrivez à être au-dessus de la mêlée en se basant un peu sur ce que vous avez appris de votre père et pour faire passer ce message-là à même des gens qui ne sont pas vraiment musulmans? Alors, j'ai, je pense, 3 exactement coachs qui sont catholiques. Lorsque je leur ai formé, je leur ai dit une chose. Je veux que vous alliez faire des recherches dans la Bible. Parce que moi, j'ai fait des recherches dans la Bible. Et dans mes modules, je parle de l'islam et de la Bible. Et je vais encore élargir mes recherches. Absolument. Parce que la vérité n'appartient qu'à Dieu. Ce que je veux dire, c'est qu'en ECOM, on n'est pas tourné uniquement vers une direction. J'empêche ça. On est tourné vers toutes les directions. Ce qui veut dire que lorsque nous avons des catholiques qui viennent se former ou d'autres personnes, mais ils voient qu'on ne parle pas que du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle également d'autres prophètes. On parle d'autres prêtres. On utilise les prêcheurs chrétiens comme exemple dans nos modules. Donc je pense que ce qui fait que toute personne se retrouve véritablement. Quand tu viens, on parle de religion, on parle de culture au sens large. Et on ne s'interdit rien. On ne s'interdit rien parce qu'un pour moi, un scientifique, un intellectuel doit demeurer toujours dans l'acceptation de la contradiction. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est ce qui fait le charme même de l'intellectualité. Bien sûr. Et Dieu nous invite à le croire parce que c'est Dieu qui a envoyé un Nabi Issa. Pourtant, après ou avant Nabi Issa, il y a eu encore des prophètes qui sont venus avec d'autres livres. Donc lui-même, il nous invite à comprendre que les choses sont évolutives. Oui, les choses sont évolutives. Voilà. Et on voit aussi que vous avez 15 outils de la communication à NECOM. Pouvez-vous revenir brièvement sur ça? Alors, les 15 outils sont les suivants. Premièrement, on travaille sur le corps. On travaille sur l'authenticité. Et quand je parle d'authenticité, je parle de plusieurs choses. Je parle de l'identité qui est très importante. Je vous dis que je suis très fier d'être guinéen et d'être Halpulaar. Après, nous pensons des idées. Très important. Je reste fidèle à mes opinions, à mes pensées. Ensuite, je parle de la rhétorique du vêtement. Nous avons notre style vestimentaire, nous devons l'affirmer. Et je parle ensuite de la voix. Après, je parle du jeu, le jeu J-E-U. Alors, tout le monde pense que c'est parce que je suis acteur, alors que je parle des jeux d'émotions. Il n'y a pas de prise de parole en public sans émotions. À travers des cours de théâtre et de gestion et de stress et de trac, nous apprenons aux orateurs à débloquer leurs émotions afin qu'ils s'expriment dans le bon canal. Je parle ensuite de regard et de silence. Je parle ensuite de la voix. Je parle de la préparation. Je parle de la conviction. Je parle de la sincérité. Je parle de l'humilité et je parle de la méditation. Grosso modo, ce sont les outils de l'ECOM qui ont été évolutifs avec le temps. Parce qu'aujourd'hui, des gens viennent apprendre auprès de moi, mais ces gens ne repartent jamais sans m'apprendre. Donc, ce sont un peu les orateurs qui ont permis aux outils de s'agrandir. Véritablement. Et on voit que s'il n'y avait pas ce déclic-là qui vous a fait quitter, par exemple, votre cabinet où vous étiez assistant pour créer le vôtre, peut-être vous n'auriez dû pas savoir ce qui dort en vous jusqu'à présent. Je ne l'aurais jamais, je ne pense pas que je l'aurais découvert. C'est pour ça que je fais toujours des prières de consultation et je fais toujours confiance à la voix du Seigneur. C'est que même dans cette décision, j'ai fait la prière de la consultation. Je ne vais pas rentrer en détail, mais je me fie toujours à ce que Dieu m'envoie comme signe. À Dieu, ce que Dieu m'envoie comme signe. Donc je pense que si j'étais resté là-bas, j'aurais été peut-être cantonné au module qu'on m'aurait donné. Parce que là-bas, chaque coach travaille sur un module. Ce que j'interdis au sein du cabinet. Dans mon cabinet, je passe énormément de temps avec les coachs pour leur interdire de rester qu'avec un seul module. Ce n'est pas l'objectif. Je leur dis qu'il faut avoir tout ce que je suis en train de donner, vous aussi, afin de pouvoir m'apporter. Aujourd'hui, j'ai des fascicules qui ont été améliorés par des coachs. Quand j'ai commencé à enseigner les commandements de la communication supraverbale, ils étaient au nombre de 7. Et ces 7 m'étaient grandement inspirés par mon mentor là où j'étais. Aujourd'hui, nous sommes à 9 commandements de la communication supraverbale. Et les 2 commandements m'ont été grandement inspirés par l'un de mes coachs que j'ai formé au sein du cabinet. Pour dire que oui, ça a été
c'est le destin, comme ça je l'appelle, c'est la volonté de Dieu. Donc vraiment, la communication, je pense que c'est un art. Et malheureusement, on voit qu'au Sénégal, beaucoup de gens pensent faire de la communication alors qu'ils donnent des informations. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent communication, pensant que c'est une mince affaire, alors que c'est autre chose. Alors, moi, ce que j'appelle véritablement communication, il y a aussi les informations qui sont peut-être comprises dedans, mais la dimension que je rajouterais, c'est celle de ce que moi j'apporte au message que je donne. C'est ce qui fait pour moi un bon communicant. Mais aujourd'hui, vous pouvez me donner une information que j'ai et que je délivre très bien, qui fait de moi un très bon communicant, peut-être dans cette information que je délivre de façon très claire, de façon très précise, en respectant les codes de l'art oratoire. Mais si je rajoute à cette information ma propre pensée, ma propre vérité, ma propre perception, alors là, je deviens un très grand communicant. Parce que j'ai laissé une empreinte dedans. Pour moi, c'est tout simplement la différence. Mais ce que je constate quand même, c'est que beaucoup se disent bon orateur, ou de grands communicants, sans prendre en considération tous les piliers de la communication. Certains se basent juste par la voix. Je vois des personnes qui ont juste parce qu'ils ont une belle voix, une belle articulation, se disent être de bons orateurs. D'autres parce qu'ils sont très intelligents, pensent être de bons orateurs. Donc, je pense qu'ils oublient que la communication, c'est quelque chose de très vaste et de très large. Tous les deux, nous avons commencé à communiquer avant même de nous parler. La première fois que je vous ai vu grandement, j'étais déjà impacté avant que vous n'ouvriez votre modération. Et ça, c'est déjà de la communication. C'est la communication énergétique. Votre amour aussi à la lecture, à l'écriture, influence un peu aussi votre communication, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Bien sûr, si je n'avais pas eu le goût des lettres à travers le Coran, le goût de la recherche à travers la traduction du Coran dans ma langue maternelle, je n'aurais pas eu le goût de la recherche scientifique dans l'art oratoire. Donc, pour moi, le début, voilà pourquoi quand on m'invite pour parler d'ouvrage, je suis encore plus emballé que lorsqu'on m'appelle pour parler d'art oratoire. Parce que pour moi, tout ce que nous savons aujourd'hui est passé par l'écriture. Ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalami allama al insana ma lam ya'lam. C'est à travers la plume qu'on passe les informations grandement, que l'histoire continue. La plume a quelque chose de sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quoi? Que l'encre des écrivains est plus important que le sang des martyrs. Donc pour moi, l'écriture, ça, c'est plus fort, c'est plus sacré dans ce que je suis en train de faire dans ma vie. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs orienté vers ces fascicules. Alors pour ne pas terminer sans en parler, ces fascicules, ce n'est pas moi qui les ai écrits. Ils sont fruits de ma pensée, de mon travail de recherche. Je revois les documents, mais ils sont grandement travaillés par une dame que j'ai formée, qui vient du Congo. Je lui ai offert une bourse de formation, comme quoi tout ce qu'on sème, Dieu peut faire qu'on le récolte grandement. Je lui ai offert cette bourse de formation à cette jeune dame qui m'avait dit qu'elle n'avait pas d'argent. Elle s'est formée. Elle est sortie majeure de promotion. Quelques mois après, elle m'a contacté, elle m'a dit « Coach, j'aimerais vous aider dans l'avancement du cabinet, comment est-ce que je peux le faire Je suis bien en écriture, qu'est-ce que vous direz que je travaille sur vos PowerPoint ?» J'étais très emballé. Je lui ai demandé de venir au cabinet, nous avons échangé. Elle se proposait de le faire gratuitement. Lorsqu'elle a travaillé sur le premier PowerPoint, je l'ai rappelé, parce que j'étais séduit par son travail. Je lui ai dit, voilà, le topo. Je te paye et tu travailles sur mes fascicules parce que j'aime bien ce que tu es en train de faire. Ou deuxième option, je te mets comme partenaire. Et nous rédigeons ces fascicules ensemble. Et jusqu'à la fin de l'ENECOM, tu vas percevoir un pourcentage. Elle m'a dit, coach, je vous suis. Comme ça qu'elle a dit. Elle a coach, je vous suis. Malgré ça, je l'ai quand même payé pour qu'elle fasse son travail de façon correcte. Mais aujourd'hui, cette dame est retournée au Congo. Elle continue d'actualiser les fascicules et chaque mois, Dieu m'est témoin qu'on fait une formation, je demande à la comptable tout de suite de lui envoyer sa partie. Sa part, oui. Avant même de penser à autre chose. Tu calcules sur les pourcentages qu'on s'est discutés, tu lui envoies sa partie automatiquement. Et elle a fait un témoignage incroyable en disant qu'au Congo, aujourd'hui, elle reçoit presque un salaire parfois grâce à cette idée
qu'elle a eu, mais je dirais plus grâce au cœur qu'elle a eu. Absolument. Si elle n'avait pas eu cette intention de vouloir m'aider, de vouloir rendre ce qu'elle a reçu, jamais peut-être on aurait eu ces fascicules et jamais elle aurait été au Congo et elle aurait reçu ce salaire. Voilà. Vraiment, amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, nous sommes heureux de recevoir Thierno Hamidou Ba, qui nous vraiment tient en haleine concernant d'abord son ouvrage La Part du Mal, mais aussi et surtout son cabinet Nekom. Et je vous assure, même nous, avec cette émission La Plume de Pan, on veut vraiment être partenaire avec son cabinet, Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc, Thierno Hamidou Ba, et presque nous sommes à la fin de notre émission. On va vous donner quelques minutes pour vos derniers mots. Alors, je ne saurais quitter ce plateau sans remercier déjà la chaîne Mourchid, tous les techniciens qui nous ont mis à l'aise, mais surtout remercier ma très chère maman, que je salue, parce que mon parcours grandement a été l'issue de ses efforts. L'entrepreneuriat, la littérature, tout ce que je fais est issu de son intelligence. Et pourtant, elle a arrêté les cours en 6e. Et là aussi, je reviens sur le Coran qui nous parle de la parole karima, qui va à l'inverse de la parole synthétique. C'est la parole abondante que nous avons dans la famille. Aujourd'hui, on voit que les jeunes sont tournés vers les réseaux sociaux, sont tournés vers l'intelligence artificielle, alors que la meilleure intelligence, c'est les parents, c'est la famille. C'est l'intelligence de l'expérience. Il y a quelques jours, je partais lui demander des conseils sur mon entreprise. Une dame qui a arrêté les cours en 6e. Elle m'a donné des recommandations et j'ai dit, maman, voilà, c'est ça que je vais suivre. C'est pour vous montrer que l'intelligence ne se limite pas à aller à l'école. Et aujourd'hui, je pense qu'il est très important de revenir à la base, aux sources. J'invite donc tout le monde, il n'y a pas d'âge pour ça, à respecter hargnement ses parents, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe notre expérience avec eux. C'est très important. Et à apprendre d'eux. Et à demeurer dans l'humilité avec ses aînés. Dans l'humilité et le respect. C'est très important parce que ces personnes, Dieu a fait qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Mais pour qu'ils puissent nous apprendre, il faut demeurer dans l'humilité et le respect. J'ai peut-être cette chance parce que je suis le dernier de 30 enfants. C'est peut-être facile pour moi de respecter tout le monde. Mais en tout cas, j'y ai trouvé une source de connaissances extraordinaire. Inépuisable. Inépuisable. Chez les proches, chez la famille et grandement chez ma mère et chez mon père qui m'a beaucoup enseigné dans le Coran. Masha'Allah, Rabbi, paix à son âme. Merci beaucoup. Donc, avec les spectateurs de la radio-télévision Mourchid, nous vous recommandons vraiment sincèrement de lire cet ouvrage, La Part du Mal, et d'autres ouvrages, mais aussi et surtout de vous rapprocher du cabinet Nekom pour vous former en art oratoire et surtout confiance en soi et estime de soi. Donc, vraiment, amis téléspectateurs, c'est avec ces modestes mots, du reste très impuissant par rapport à la dimension de nos intentions, que nous disons vraiment merci à Thierno Hamidou Ba, merci aussi à la réalisatrice Maïmouna et à tous les techniciens de l'émission Plume de Pan. On vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.